Salut Bruno. Le public, Bruno. Non, c'est vous. Bah non, C'est moi qui l'ai fait. C'est Cécile qui l'éteint. Est-ce qu'on a les comptes? Faut que je t'explique un escalier m'installer. Donc, comme vous le savez tous, j'imagine, il devait y avoir Adélaïde qui faisait la lecture de son livre avec Gilles Rouard. Et elle n'a pas pu venir pour des raisons indépendantes de sa volonté. Donc nous, en une semaine, on a préparé un montage qu'on va vous lire. Donc le livre, c'est Apaiser la mémoire, conversation avec mon frère Jean. Et elle parle, dans le livre, elle parle pendant ses nuits d'insomnie avec son frère Jean qui est mort 2 ans après le génocide des Tutsis d'un accident de moto. Et donc elle reparle du génocide. Alors quand elle s'adresse à quelqu'un, c'est à son frère Jean. Et nous, que ce soit les hommes ou les femmes, on va dire ce que dit Adélaïde. Il y a Bruno qui va incarner Jean 2 fois. Voilà. Non, une fois. 2 fois, parce qu'il y a un dialogue et puis il y a la lettre. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et voilà. Et après la lecture, on passera un extrait d'une conférence qu'elle a fait ici en juillet 2019 où elle parle de son premier livre, Nul. Ça, c'est son 2e livre. Je t'ai encore entreaperçu. La nuit peut paraître un moment magique, tout arrive. Je l'aime et je la crains à la fois. Après l'orage, il y a eu une forte pluie. Ensuite, elle s'est adoucie, une belle berceuse. J'ai laissé la fenêtre ouverte pour avoir un peu de fraîcheur. Mon âme commence à se laisser emporter par ce balancement de la nature. Le bruissement des feuilles dans les arbres. La petite musique des gouttes d'eau qui tombent une à une sur le toit en ardoise. Une légère averse joue un cliquetis musical. J'ai l'impression que mon cœur ralentit la cadence, que mes paupières deviennent lourdes de sommeil. Tout mon corps suit la douceur du mouvement. Un plaisir rare, vite troublé. À ce moment, une idée qui semble rôder pas loin dans ma tête frappe subitement comme pour désorienter cette tendre paix dans laquelle je glisse. Les nuits sont chaudes en ce moment, mais pas seulement. Je me suis presque habitué à la menace de mes compagnons ennemis, toujours imminente pendant mon sommeil, quelle que soit la position dans mon lit. Des bouffées de chaleur, des bouffées délirantes d'un voyage retour express là-bas, ainsi que la terreur du temps qui passe vite. L'âge et la survie cohabitent mal. J'étouffe. À chaque fois, je me réveille en sueur. La part d'enfant en moi m'a protégée. Sans le souvenir de notre enfance, j'aurais crevé tel un pneu traversé dans une chaleur intenable par un morceau de fer pointu. Je me suis souvenu que nous nous étions entendus sur le changement de nom de notre mère. Drôle d'idée. Chacun cherchait à se l'approprier. À force de vouloir se la partager, peut-être avions-nous fini par prendre chacun une syllabe. Tu avais déjà supprimé le N de la fin. Notre langue n'aime pas ce N, c'est culturel. Et tu affirmais, nous ne pouvons pas nasaliser notre mère, elle va s'inquiéter et nous mettre des gouttes dans les narines. Il ne t'a pas échappé qu'elle nous met des tas de trucs dans tous les trous. C'est vrai, quand nous étions mômes, au moindre mal, elle avait des gouttes pour la bouche, pour le nez, pour les yeux et même pour l'anus. Je ne sais plus exactement à partir de quand on s'est mis à l'appeler Ma.
Au début, elle n'avait pas compris. Elle avait seulement fait un geste qui voulait nous signifier qu'elle prenait ça pour l'une de nos 1000 stratégies de fainéants, mais que si jamais nous la prenions pour notre bourrique, notre erreur ne tarderait pas à nous retomber dessus. Tout de même, elle trouva chouette ce diminutif de mama. Tu ne peux pas avoir oublié ta réplique préférée. À chaque fois que Ma nous demandait une petite aide au champ, ce n'était pas grand-chose. Il s'agissait souvent d'aller ramasser les patates, un régime de bananes, les petites aubergines. Tu te redressais pour prendre de la hauteur sur elle et tu lui récitais le même slogan. « Ma, nous sommes allés à l'école pour fuir la houe. » En juillet 1973, nous inaugurions la Deuxième République, moins stricte à ses débuts. Voilà pourquoi papa disait que nous avions glissé à travers les mailles du filet. Car c'est dans cette période d'installation de la Seconde République que nous avons été admis à l'école secondaire, toi et moi. Hélas, l'identité factice conservait la primauté. Les dirigeants ne tarderont pas à afficher un racisme décomplexé envers les Tutsis. Nous étions Tutsis et rien d'autre. Le pouvoir nous avait à l'œil. Nous étions les ennemis de l'intérieur. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, Tutsi nous collait à la peau et dans les papiers, tel un vêtement de malfaiteur. Comme un fichu trophée, Tutsi allait en filigrane pourrir notre destin. Un destin. Les Tutsis en avaient-ils un? Sans aucun doute. Le même pour tous, grand ou petit, instruit ou pas. Nous allions tout droit vers la solution finale. Tel était notre destin, mis en route au moment de notre naissance. Nous le savions, mais nous ne le croyions pas. Nos parents espéraient, et nous aussi. La communauté internationale laissait faire. Tu pensais échapper à la houe? As-tu une fois une idée de comment nous aurions pu nous soustraire au statut de Tutsi? Et toi, une pareille idée t'a effleuré? Non. Tu comprends, on pouvait contourner la houe en allant à l'école, mais où aller pour ne pas être Tutsi? J'en suis peinée. Une idée virevolte dans mon cœur. J'imagine souvent que si tous les deux nous n'avions pas été reçus à l'école secondaire, nos parents se seraient exilés et que tout le monde serait en vie. Malheureuse, tout le monde en vit? Tu vois, tout le problème est dans être né Tutsi, un péché originel. Entendu. Donc la catastrophe était en nous, pas dans nos papiers. Et il n'y avait rien à faire, notre avenir était hypothéqué. Ou du moins, c'est ce qu'ils ont essayé de nous faire intérioriser, nous soumettre par la peur. Malgré leur espoir, nos parents avaient attrapé la maladie de la peur. Tous les Tutsis avaient cru que les horizons s'étaient refermés sur eux. Pas de sédition possible. Nous n'étions pas des gens libres depuis notre naissance. Nous leur appartenions, et ils pouvaient faire de nous ce qu'ils voulaient. C'est qui ils? Tu les connais, tout le monde les connaît. Ils nous ont réduits à rien publiquement. Ce furent les intellectuels Hutus. Au pouvoir d'abord, se servant ensuite de la propagande, ils ont entraîné le peuple majoritaire. Majoritaire signifiait pour eux avoir tous les droits sur la minorité. Le mal était déjà en marche. Nous étions, nous, les Tutsis, enfermés dans une identité minoritaire sans échappatoire. Ceux définis comme Hutus, jouissant d'une impunité totale, ont acquis le pouvoir et la liberté d'entretenir le projet de nous éliminer. Nous quoi? Je sursaute sur ton dernier mot, nous éliminer. C'est fait où les choses recommencent? C'est moi où l'histoire est en rétropédalage permanent? Où suis-je? Pourquoi, en dépit de tout ce temps, je continue à être traversée par le sentiment que ce n'est pas arrivé? Je cherche appui pendant que tu continues de me parler dans ta tranquillité imperturbable. Mais ouvre les yeux, ne t'en fais pas, c'est fini. Le pouvoir leur a joué un mauvais tour. Tiens, donne-moi la main, il faut te tirer de là. C'est juste un matin comme les autres. Un matin comme les autres.
Tu m'étonnes que je me sente aussi vieille. Une nuit est égale à combien d'années? Je me lève, je tiens à peine debout. On dirait un enfant qui apprend à marcher. Je mets difficilement un pied devant l'autre. Je dois marcher, avancer, mais dans quelle direction? La vie continue, mais la route est sinueuse. J'ai le vertige. Je referme les yeux. Tout me revient et brutalement, le monde d'avant se déroule. L'ambiance est parfois menaçante. J'ai l'impression d'être quelque part entre un miracle et un désastre. Je peux tomber à tout moment. Les souvenirs deviennent, au fil du temps, des armes secrètes que les hommes gardent quand ils ont été dépouillés de tout. Nous ne sommes pas exceptionnels. Ai-je rêvé, ou est-ce encore une de ces pensées qui, intrinsèquement, m'attrape à tout moment, me saisit dans chacun de mes mouvements? Cette pensée est si forte que je suis confuse. Est-ce que je rêve ou pas? Je ne sais plus. Mes rêves convoquent la réalité et celle-ci verse dans mes rêves. Dans mon esprit, tout se juxtapose. Les temporalités se confondent souvent. Ce qui me chagrine en ce moment, ce n'est pas le lieu où je suis, là où j'habite. Habiter. Ce verbe est une grande question. Pas une minute sans qu'une petite chose, une petite odeur, une lumière ne se rappelle à moi. Ma tête n'habite nulle part. Je fais de mon mieux, je t'assure. Mais je n'arrive pas à me laisser fondre corps et âme dans un lieu. Comment habiter quelque part quand on est soi-même habité par un ailleurs? Dans mes rêves, je me sens dans des endroits inconnus, peuplés de fantômes. Le passé s'invite essentiellement dans ma mémoire nocturne. Je fais énormément d'efforts pour être quelque part, construire des murs de protection qui s'écroulent les uns après les autres, essayer d'oublier, retenir les nouveautés, mais ma mémoire rejette, recrache, tout glisse. La vie d'après s'évade. Sans doute que mes sens sont guidés par mes souvenirs de l'enfance et du pire racisme que nous avons connu. Le racisme est une douleur crasse pour celui qui le subit. C'est un virus sans vaccin. Penses-tu que les racistes savent que la douleur n'a pas de couleur? Elle vrille avec la même intensité et laisse des traces de la même profondeur, que tu sois noir, blanc ou jaune. J'ai le sentiment que nous traversons une crise identitaire, que les temps transpirent la haine de l'autre, que ce n'est pas seulement dû à la montée des réseaux sociaux. Je ne te noircis pas le tableau. Il me semble que l'on passe facilement à l'acte. Plus le nombre de victimes est effrayant, plus la capacité d'empathie des observateurs est minime. Cher frère, écoute ça. Sortez vos mouchoirs, âmes sensibles, prière de s'abstenir. Il va y avoir des massacres grandioses dans des paysages sublimes. J'en suis désolée, je la ramène. Je ne m'en prends pas à l'homme, les mots me reviennent aussi involontairement. Par rapport aux autres académiciens, cet homme, je le trouvais joyeux à la télé, très malicieux, un bon romancier. Il avait le goût prononcé pour les mots. Cette posture délirante dans une boucherie innommable, faut-il la considérer comme de l'exotisme? Comment a-t-il pu oser la poésie sur la puanteur des corps des nôtres?
L'académicien s'appelait Jean comme toi, sauf qu'il est français et comte, d'Ormesson. Le 21 juillet 1994, j'étais ici. L'homme enfonça des épingles dans mes plaies. Sans ciller, il détourna la vérité, nomma mal les choses. Ce qui est au cœur du drame du Rwanda, ce qui le fonde, ce qui lui donne son caractère spécifique et atroce, c'est la haine mutuelle des Tutsis et des Hutus, signa-t-il dans le Figaro après sa visite guidée par un détachement de l'armée française. Depuis ce jour, la question qui me torture est restée sans réponse. L'académicien avait-il une terrible volonté de brouiller les esprits déjà embrouillés? En tout cas, dans un langage grandiloquent, il s'inspira des clichés racistes du service d'information de l'armée française, le SIRPA. Il a usé d'un stéréotype gravissime, mettant sur le même plan les victimes et leurs bourreaux. La haine mutuelle. À vrai dire, il n'y a même pas de victime dans son discours. C'est d'une cruauté et d'une absurdité impensables. Le grand reporter n'a pas perçu combien l'extermination était systématique. Comment puis-je lui dire le mal que ces paroles me font? Comment lui faire savoir que nous n'avons pas été biberonnés à la haine, que mes enfants étaient petits pour éprouver ce genre de sentiment? Comment peut-on penser un seul instant que le bébé et le fœtus Tutsi soient emplis de haine? C'est contraire même à la notion d'innocence. Il aurait d'abord fallu que ces petits sachent qu'ils sont Tutsis, qu'ils puissent différencier un Hutu d'un Tutsi. Pourquoi s'obstine-t-on à attribuer cette haine ancestrale aux Africains? L'académicien ne pouvait pas ignorer qu'il s'agissait d'un génocide, que dans celui-ci, on tue quelqu'un pour ce qu'il est ou pour ce qu'il est censé être. N'importe quel tueur se donne le droit de vie et de mort. Il a le pouvoir absolu seul à décider de la méthode et des outils qui lui faciliteront le travail. Très souvent, les assassins faisaient durer l'agonie, poussant le sadisme à son paroxysme. Ça, le savant l'ignorait-il? Maintenant, inutile de spéculer, le mal est fait. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je voudrais quand même mettre au défi quiconque d'expliquer la différence entre Hutu et Tutsi. Des gens qui parlent la même langue, mangent la même chose, boivent la même eau, se font soigner dans les mêmes dispensaires par les mêmes médecins, qui obéissent aux mêmes tortionnaires, prient le même Dieu, adorent les mêmes idoles, nichent sur les mêmes collines, se marient entre eux et vont aux mêmes écoles jusqu'à la fin du primaire qu'Ota exige, et j'en passe. Voilà, chers frères, le ton fut lancé dans un grand média et pas par n'importe quelle personne. L'honorable l'ayant paraphé, tout le monde pouvait se permettre de conclure: au Rwanda, il s'agit d'une guerre tribale. Une guerre tribale dans un pays sans tribu. Une absurdité de plus. Le soutien accordé au Hutu Power n'est pas le résultat d'un aveuglement français, mais bel et bien d'un fonctionnement informé, conscient. Les acteurs français de l'époque, qui aujourd'hui conservent autant d'aplomb et de cynisme dans leur défense, demeurent au service de la raison d'État et savent que leur impunité est assurée. Le malheur du monde. Maintenant, la mémoire toque à leur porte. Elle n'est pas prête de s'arrêter. Comment ces acteurs politiques de 1994 vont-ils faire pour garder le silence? Comment pourront-ils dormir dans leur lit douillet avec les mains pleines de sang, le sang des nôtres? Il n'est pas possible d'enterrer le mal, même leur progéniture posera des questions. Ils devraient y penser avant de vieillir,
et mettre fin aux condescendances, aux préjugés et nettoyer leurs lunettes sombres à travers lesquelles l'Afrique ne change pas. Concernant la communauté internationale, les tueurs comptaient sur son inaction et ils avaient raison. Nous pensions à tort qu'avec la création de l'ONU, l'humanité garderait les yeux ouverts pour contrecarrer tout projet sur sa destructivité. Un leurre. L'histoire fut impitoyable. Le Conseil de sécurité n'a pas apporté les forces nécessaires et la France a protégé nos assassins. Et du pardon, tu en penses quoi? Aujourd'hui, on le met à toutes les sauces. C'est la chanson, le credo des églises, dans la bouche de ces missionnaires qui ont tranquillement laissé leur temple devenir les abattoirs des baptisés. À présent, le Rwanda est propre. Les églises ont été nettoyées. On y célèbre toujours l'Eucharistie, estampillée de pardon, sans gêne, après l'échec cuisant de la parole de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Dans leur évangile, la justice est celle des cieux, une invitation sans détour au pardon. Pardonner à qui et au nom de quoi? Personne n'a reconnu m'avoir offensé. Personne ne se présente comme ayant péché. Nous entendons tout, sauf « je suis coupable ». Certes, il y a eu des aveux, mais ils étaient calculés en fonction de la condamnation ou voire de l'acquittement. Quant à la justice, elle arrive au compte-gouttes. Elle ne sera jamais réparatrice et restera une parodie, un exercice brutal et traumatisant pour les rescapés. Et la preuve est une obsession du tribunal pénal. Le juge préférerait entendre les témoins oculaires. C'est à se demander si le Hutu ne nous conviait pas à assister au travail. Ça donne envie de crier que le génocide n'était pas un match, que nous n'étions pas des spectateurs mais des gibiers. Ceux qui ont vu leur assassin à l'œuvre ont fermé les yeux à jamais. Ce verbe pardonner devrait être banni de notre langage. Il faut admettre que c'est impardonnable et ranger l'hypocrisie avec les hosties dans la sacristie. Je fais tout mon possible pour me pardonner d'être en vie, pour faire barrage à la haine et empêcher le chagrin de faire son travail corrosif. Dans ce champ de ruines, tu devais être seul, préoccupé, tourmenté et démuni. Tu n'as pu m'écrire qu'à la fin de cette maudite année 1994. Mon Indatoire était à 1000 lieues de moi. Le courrier a mis presque 3 mois. Je suis arrivé à Nyarukeli, la colline qui nous a vus naître, la plus belle de toutes les 1000 collines, celle qui a entendu nos joies, nos bagarres, nos désarrois, était devenue un fantôme. Un fantôme aux herbes folles, aux cultures luxuriantes, mais abandonnées. Le silence était assourdissant. J'ai vérifié si je ne devenais pas sourd. Le vide m'embrouillait l'esprit. L'absence était totale. Je me suis secoué pour chasser ce cauchemar. Je me demandais si l'ennemi ne nous tendait pas un piège. À la 3e fois, malgré la tête qui tournait, j'ai admis la chose, la terrible histoire de ma vie. Le carnage n'avait pas épargné mon foyer. L'innocence et l'espérance de papa avaient aussi pris la fuite avec les Hutus de notre colline. J'ai poussé un hurlement de rage, j'ai littéralement explosé. Dans ce vide, l'écho m'a renvoyé mon cri. Pris de panique, j'ai sué sang et eau pour continuer la route. Cette sensation dans mon corps, dans mon âme, était inédite, alors que tout le Rwanda était une hécatombe. Envahi de remords, après Nyarukeli, j'ai eu du mal à chanter Intsinzi, cette joie de victoire qui débordait le cœur de mes camarades de maquis. La victoire se présentait à nous, mais je n'ai plus prononcé ce mot. J'avais honte, j'avais perdu, je ne vous avais pas sauvé.
Je me demandais sur quoi j'allais m'accrocher pour avancer. Quelle raison d'être pouvait me remplir le cœur. À part la dépouille de papa, avec les rares survivants, nous n'avions trouvé personne d'autre. Notre grand frère, Ruta Jengwa, avec qui je me disputais le prénom, sa dépouille introuvable, l'assassinat de ses 2 enfants, Tip et Nadine, cachés pendant 2 longs mois, avril et mai, et livrés aux tueurs à la fin du mois de juin, un mystère. Pas de dépouille d'Anthony non plus. Sur lui, ses beaux-frères ont assouvi leur soif de sang. Ensuite, ils sont devenus muets. Consolata, Antonia et tante Anastasia, personne n'a voulu nous dire à quel endroit exactement elles ont été coupées. En guise d'explication, tout le monde avait le même discours. On nous voyait gentiment nous suicider dans l'énorme étang de Siam Wakizi. Le bourgmestre a donné l'ordre de jeter tous les cadavres des Tutsis dans l'étang pour qu'ils ne soient pas visibles par satellite. Se défaussaient-ils tous? Chère petite sœur, les Hutus ont déversé sur tes petits garçons toute la haine qu'ils avaient envers vous et toute la rancœur accumulée suite à votre fuite. Vos enfants ont payé cher vos absences. Fini nos vies, fini nos rêves, fini nos rires, que désolation. Ce n'était pas évident de tenir chaque jour, mais j'avais une raison, je me battais pour notre liberté. Eh bien voilà, on ne peut pas être libre quand on n'est plus. Pourquoi ai-je passé 3 ans dans le maquis alors? Tu ne peux pas t'imaginer combien la honte et la culpabilité peuvent être mauvaises. Elles ont un poids suffisant pour écraser les géants, les héros. Je baisse les yeux devant un miroir. Il me demande des comptes. Mon image s'est fanée. Mon intérieur est vide, dépeuplé. Dans ma tête, des tas et des tas de choses me hantent. On ne s'en sortira pas vivant. Mes petits ont payé le prix de mon absence. Je reçois la phrase comme un bout de fer brûlant dans la poitrine. Je les ai abandonnés. Je suis en vie sans eux. Oui, mon frère, nous partageons les méfaits de la honte. La culpabilité nous ronge. Et la distance n'arrangera pas nos affaires. On ne pourra pas se serrer dans les bras. Le Rwanda est à 1000 lieues. D'ici, ma réponse tourne dans ma tête. Parfois, je m'enfonce dans un monde parallèle, un monde à moi toute seule. J'ai l'impression de ne plus savoir exactement ce que je dois partager avec mes frères humains. C'est terrible. Au milieu d'eux, je suis une prisonnière sur un tourniquet, les yeux fermés ou grandement ouverts. Et ce tourniquet va à une vitesse incroyable. Je m'accroche, je cherche une entrée, où peut apparaître une lumière, une joie, une promesse, un projet, un souvenir joyeux. La bataille peut durer longtemps. Épuisant ce manège. Je ne crois ni au ciel, ni que tu puisses être dans les ténèbres. Où es-tu, mon frère, mon soignant, mon héros? Il faut des années et des années de propagande, de manipulation pour transformer un être humain ordinaire en bourreau. Au Rwanda, il a fallu plus de 3 décennies de prêche de haine de la part de ceux qui étaient censés éclairer le peuple, en l'occurrence l'État et l'Église, pour que la population Hutu franchisse le point de non-retour. Il ne faut surtout pas penser que ce qui s'est passé dans nos 1000 collines relève de salauds qui se sont levés un matin pour aller décapiter les Tutsis, ou que c'est dû aux promesses absurdes des autorités. Nous ne le dirons jamais assez. Ces 2 grandes institutions, l'État et l'Église, se sont alliées contre nous au nom de la majorité numérique.
les Tutsis furent frappés d'ostracisme. Aucune sédition n'était possible. Toute insurrection était réprimée non pas par des coups de matraque, mais par une torture sadique et souvent par une balle dans la tête dans la prison pour terroristes. Je peux dire timidement que lors de notre catastrophe, il y a eu une petite minorité de justes. Ce ne sont pas des héros, ce sont simplement des êtres humains. Rien d'autre. Ils ont désobéi à la loi inhumaine. Ils n'ont pas tué. Ils ont sauvé 1 ou 2 fugitifs. On le dit, peut-être trop, quand bien même une vie sauvée le mérite. Il serait encore plus juste, à mon avis, s'ils se désolidarisaient de leurs proches tueurs, assassins, violeurs, et s'ils racontaient à leurs enfants la réalité de ce génocide. Et plus encore, s'ils proclamaient le plus jamais ça au quotidien et que cela devienne un slogan pour eux et pour leurs enfants. L'État, les ONG, les associations doivent s'atteler à cette leçon de prévention. Ils doivent préserver ces élans modestes d'humanité pour que l'histoire ne s'assombrisse pas, pour que ça ne recommence plus dans ce pays où les bourreaux, les justes et les survivants cohabitent parfois sans se regarder dans les yeux. Je ne voudrais pas donner l'impression de quelqu'un qui aurait la volonté de réveiller des colères, des douleurs, des culpabilités. Nous en avons suffisamment. Dans la situation des Rwandais, parfois je me dis que si tous les Hutus baptisés avaient pensé une seule seconde à l'un des 10 commandements « Tu ne tueras point », sachant que la plupart des tueries ont eu lieu dans les temples de culte, ils se seraient arrêtés devant les portes des églises. Ce scénario me trotte dans la tête comme un arrêt sur image. Trop beau pour être vrai. Le Rwanda n'était pas un paradis. Les chefs des églises auraient dû se dresser clairement contre la tuerie. La communauté internationale aurait dû dénoncer fortement ce crime raciste. La France aurait dû. La neutralité de l'ONU est coupable d'avoir laissé régner l'enfer chez nous. Crois-moi, j'accuse. J'accuse pour une culture de la paix, pour un improbable apaisement de mon cœur, pour ta mémoire et pour celle de tous ceux qui ont survécu, tous ceux qui ont été fauchés le réclament. Ici, sur cette page où je peux exercer ma liberté, que la littérature me pardonne, je pose ma douleur. Je crie notre droit à la vie, droit bafoué au su et au vu de nos semblables. Je les accuse de leur silence. Ici, sur cette page, je tente de raccommoder nos lambeaux de vie, nos rêves, notre liberté jamais acquise. Ici, sur cette page mouillée de mes larmes, je dépose le souvenir de nos rires hilars, en attendant de tomber sur ton numéro de téléphone, ce rêve impossible qui m'obsède. Entends mes cris, pour que ton cœur n'arrête pas de faire battre le mien, pour que nous dérangions ce monde qui s'est refusé à nous, pour immortaliser nos souvenirs. J'essaie de remettre les choses à leur place, la recommandation quotidienne de Ma. C'est étrange. Ce n'est pas un jeu. L'existence de Hutus et de Tutsis est le pire malheur des Rwandais. Qui a pondu pour la première fois la théorie d'ethnie? Ces pures élucubrations qui ont été inscrites dans nos cartes d'identité sont maintenant dans nos mémoires. Le mensonge a pris et il est devenu histoire nationale. Notre Idangamuntu, censé nous caractériser, nous a détruits. À l'origine, un raccourci saisissant, sans fondement. Les Hutus sont les uniques autochtones et les Tutsis sont venus d'ailleurs. Une absurdité définitive. Les Tutsis sont descendus des massifs d'Abyssinie et les Hutus ont poussé de la terre rwandaise. Et Ma, d'où était-elle sortie? Elle n'avait jamais mis les pieds dans un autre pays, n'avait pas été à l'école non plus. Elle s'imaginait le Rwanda comme un pays-monde. Elle nous disait avec bonheur, « Le plus loin que je suis allé, c'est la maternité de Boutaré pour vous mettre au monde. »
Il n'empêche que Ma avait une grande connaissance de notre environnement. Les puissants de cette planète, avec au premier rang la France, après nous avoir vendu leurs armes, entraîné nos fossoyeurs, se sont éclipsés pendant les 100 jours du carnage. Les pays voisins ont fermé les yeux. Silence. On tue. Les dieux de Ma ne répondirent plus. Les aïeux de papa devinrent sourds. Ainsi, les puissants, les dieux, les aïeux et les voisins se donnèrent rendez-vous au royaume du silence pendant 3 mois. 3 mois durant, une tuerie égale à une éternité. Je suis allée me recueillir dans le mémorial du génocide des Arméniens qui a eu lieu en 1915. Le mauvais nuage circulait depuis longtemps. Dans leur langue, le mémorial se dit Titerna Kaber. En français, ça fait fort aux hirondelles. Cette subtilité de l'arménien rapproche du Kinyarwanda. Ainsi, notre génocide a trouvé écho au centre de la capitale arménienne. Tu n'en doutes pas. La mémoire trace son chemin, comme une rivière rebelle au moment des crues, embarquant tout ce qu'elle ramasse à son passage. Rien ne résiste à sa force. La mémoire voyage, charrie, et finalement disperse sur les rives lointaines, inconnues et inespérées. La mémoire d'un génocide est surprenante. Elle ne vieillit pas. Les complices de nos bourreaux devraient se méfier. Nous aussi d'ailleurs. Elle nous joue des tours quand elle ramène à la surface, à notre insu, les choses les plus inattendues. Témoignage d'Emmanuel, adressé à Adélaïde au sujet de son frère Jean. Je te salue, nous sommes issus du même ventre. Tiens bon, sois forte, on doit se soutenir. Et merci de nous rappeler l'inoubliable héros, lieutenant Jean Rudasingwa. Il y en a qui affirment que les vaillants ne vivent pas longtemps. Par rapport à la mort de Rudasingwa, je consens à leur théorie. Dans cette période, on espérait apercevoir le bout du tunnel. Alors qu'il entamait la convalescence, c'est à ce moment que, subitement, il nous est passé à travers les doigts. Amour par sa lignée et dans son cœur, il est allé au front pour libérer une patrie et un peuple qu'il aimait. Après la libération du pays, il est descendu du nord à Byumba en cherchant partout où nous aurions survécu. Les membres de votre famille et de la mienne avaient été décimés, mais dès qu'il entendait qu'un tel est vivant, il allait le secourir. Il a accueilli les anciens réfugiés qui rentraient pour la première fois dans un pays inconnu. Tout le monde connaissait Rudasingwa sur son lieu de travail. Il soignait, il consolait les orphelins. Il était auprès des jeunes soldats blessés pendant la guerre, devenus handicapés, qui n'avaient pas pu retourner chez eux, qui ignoraient complètement l'issue des leurs, n'ayant aucune trace de leur famille. Dans ce chaos, il trouvait le temps d'aller soutenir chacun, d'essayer de le sortir de l'isolement. Il rendait le sourire et l'espoir à ces visages dont le corps était amputé. La plupart avaient sauté sur les mines. Notre Gakwerere Philippe peut témoigner de ce que je dis sur Rudasingwa. Il nous a réparé les cœurs. Il nous a appris comment supporter la douleur par l'échange, la discussion et l'humour. Il était quelqu'un de tendre, sans toutefois s'épancher. Hormis quelques trêves, mais sans beaucoup me lâcher, quand l'envie d'écrire sur notre vie m'enveloppe, ça explose dans ma tête. D'urgence, je dois alors libérer quelque chose de mon inconscient, si ce n'est pas mon inconscient qui doit lâcher cette chose.
Je ne saurais te dire exactement dans quel sens ça marche. Dans ma tête, ça vadrouille, ça tourne, ça se mélange, ça va de ci, de là, une pensée en tire une autre. Mon intérieur, pour le moment, est dans un tel état d'ébullition que, pour obtenir une petite accalmie, il devient urgent d'arranger les souvenirs et les mots, de collecter les expressions. Une charge énorme. Comment puis-je jongler avec notre culture ? Nous n'avions ni le goût de nous raconter, ni celui d'écrire. Le génocide a sûrement été un électrochoc dans ma tête pour passer à l'écriture. Ce mode silencieux de dire. Quand bien même, j'ai l'impression d'engager au forceps ma partie de moi. Ainsi, chaque fois, en face d'une page blanche, j'ignore tout. La direction et le temps que je vais mettre pour expulser ce poids. Comment marche, comment mettre le chaos en mots, comment harmoniser ça pour le livrer aux autres sans les choquer, et comment surmonter le décalage. Ce ça, immensément présent en moi, dorénavant le lecteur le regardera comme un passé. Puisqu'il s'agit inexorablement d'une histoire terminée pour ceux que la tragédie n'a pas percutée. De plus, le temps que mon écrit arrive devant eux, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts. Je suis terriblement déphasée. Ai-je le choix ? Il ne me reste que celui de conjuguer ce présent dans le temps le plus imparfait, mais le conjuguer quand même. C'est le seul moyen de le combattre, de le vaincre, de tenter de le déshabiller, le révisiter, le dérouler. Peut-être qu'un jour, je pourrai me rhabiller et couvrir mes morts d'un improbable linceul. Même si aucune tenue ne va parfaitement à l'horreur. Le petit Larousse. Ce dictionnaire arrogant se contrefiche de mon chamboulement et de mon problème avec les mots. Avec tristesse et dégoût, je lis un véritable déni académique dans son agenda. 1994. Au Rwanda, le conflit entre Hutus et Tutsis dégénère en guerre ethnique. Le petit Larousse illustré, 2021. Je n'en reviens toujours pas. Je pensais que 27 ans après, la langue de l'intelligence ne fourcherait plus en guerre ethnique. C'est insurmontable pour cette équipe d'universitaires, rédacteurs d'un outil pédagogique, d'admettre ce génocide et de le définir comme tel. Notre génocide, pendant 27 ans, n'a jamais pu montrer son vrai visage sur les milliers de pages de ce dictionnaire. Naïvement, j'imaginais qu'il allait m'aider à ajuster le langage de l'indicible. Hélas, le petit Larousse crache sur mon chaos. Les mots bancals, dépourvus de sens et de vérité, tu les appelais les mots de la bouche, non issus du cerveau. Les palabreurs aux discussions longues et oiseuses, dont des mots glissent sur la langue et sortent à foison de leur bouche, tu recommandais de les fuir, partout, dans tous les milieux. Mais qu'il en existe au sein des académiciens, après l'innommable, est une honte. Une intelligentsia qui s'obstine sans vergogne à mal nommer les choses, à nous jeter hors de l'humanité, hors de nous. Qu'est-ce que nous aimerions qu'elle se taise, juste un petit peu, pour nous laisser respirer de temps en temps. On voudrait entendre ceux qui ont tout perdu, tout, même les mots, ceux qui, jamais, n'en auront suffisamment pour dire et qui, petit à petit, sont condamnés à devenir muets à force d'avoir entendu des mots qui assassinent, des mots qui, inlassablement, prolongent leur tourment. Être rien dans le regard d'autrui, c'est la pire chose que j'ai pu voir.
Il ne faudra pas oublier cette date. Il est né le 11 juin 2020. Je le note pour la vie, contre l'oubli, contre la souffrance. Il s'appelle Octave, un interstice qui s'ouvre vers la continuité. Comme chez nous, je lui ai donné un sobriquet, Chami. Je l'appellerai Chami. Il m'appellera Nyogokuru, mère grand. Notre tradition se contente d'un sobriquet, Akabini Riro, un petit nom qui fait danser nos cœurs. Chami pour lui tout seul. Chez nous, chacun a son nom. Le sobriquet est amour, il est câlin et destin. Il ne sera pas dans les papiers, je suis au courant. Chami fait vibrer mon cœur immobilisé par des drames. Je vous mets dans le secret. Chami veut dire branche. Et je vous avertis, vous n'y toucherez pas, je vous l'interdis. Je vous l'interdirai vivante et morte. Rappelez-vous que le monde m'a tronçonné mes 2 branches dans toute leur fraîcheur. Avec Chami, un autre monde s'ouvre. La vie reprend le dessus. Chami doit aller au plus haut, fleurir, donner des nouvelles branches et des fruits. Il est la renaissance, la résistance et la perpétuation. Notre devoir est de le protéger contre la tempête, Mouyaga de la haine, celui qui nous a dépouillés de nos branches sous l'indifférence du monde. Pour rattraper 13 ans de silence, je dois partir à la chasse aux mots pour décrire l'absence, pour le dire pas seulement à mes enfants, mais aussi au monde entier. J'ai pensé à la citation de Sony Laboutansi, mon voisin écrivain congolais. Il nous appartient de convoquer les cris, les écrits, les dits, pour que l'ignorance ne soit pas le masque derrière lequel se reproduit l'innommable. Excusez-moi pour avoir poussé. Je l'avais dit que je te Donc, merci. Et Merci. on vous propose maintenant de regarder